Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je suis une fois de plus pour vous parler de Talisman RPG. Mais cette fois, on va parler du système de jeu. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation du jeu, de l'univers, etc., ce que j'en pense, eh bien, je vous mets le lien vers la fiche de la vidéo en question. Et sinon, eh bien, écoutez, ça va se passer comme d'habitude. Donc, nous allons avoir présentation du système hors combat, en combat, et un petit côté divers de trucs que j'ai à dire qui rentrent dans aucune des deux cases, et une conclusion. Donc, sans plus attendre, passons au système hors combat. Comme dans tout jeu, tout commence par la création de personnages. Alors, dans Talisman, la création de personnage est extrêmement bien faite. Vous allez être pris par la main du début à la fin. Il manquerait peut-être juste un petit exemple de remplir sa feuille, mais comme vous avez beaucoup de feuilles de personnages pré-remplies à la fin de l'ouvrage, bon, on comprend vite où est-ce que ça doit aller. Mais non, vous êtes vraiment pris par la main. Comment ça se passe? Vous allez choisir d'abord un ancestry, enfin une ancestry, donc une ascendance. Ensuite, vous allez choisir une classe. Et ensuite, vous allez choisir un alignement. Et tout ce que vous aurez choisi dans ces trois choses-là vont vous donner des statistiques, etc. Et des choix à faire. Tout va être guidé pas à pas. Vous allez avoir quelques restrictions de classe. Par exemple, vous êtes nain, vous ne pouvez pas dépasser tant telle caractéristique, ce genre de petites choses-là. Mais il n'y a rien de fou. Vous allez avoir des choix qui vous seront proposés et donc c'est à vous de choisir ces choix. C'est ce que je vous disais dans la vidéo de présentation sur l'univers, la petite chose qui disent et choisissez aussi parmi ces deux habilités-là qui est en tout petit là-haut, bah, c'était de ça que je parlais. En fait, vous allez avoir certaines habilités qui vont vous être données par votre classe et en plus vous allez faire un choix parmi une, deux, trois habilités qui vont être là et qui vont définir un petit peu le style de classe que vous allez être. Donc, ces classes-là vont vous donner des caractéristiques et des skills. Alors, je vous explique tout de suite ce que c'est. Les caractéristiques dans le jeu, il y en a deux. Vous avez Strength et vous avez Craft. Strength, ça va être tout ce qui est lié physique et Craft, tout ce qui est lié plutôt mental. Ok. Ces deux caractéristiques-là vont avoir des attributs. Par exemple, Agility, qui va être dans Strength. Ok. Et en plus de ça, vous avez les skills. Alors les skills, ce n'est pas comme dans beaucoup de jeux où vous allez avoir des listes de skills que moi personnellement je trouve assez interminables. Petite parenthèse, moi c'est un truc qui m'énerve dans les jeux de faire des jets de skills tout simplement parce que j'arrive jamais à me souvenir des fucking noms des skills en question. Surtout quand on joue en français. Autant en anglais c'est toujours, mettons stealth, ok bah stealth c'est clair. Mais alors en français un coup c'est furtivité, un coup c'est discrétion. Moi il y a un moment je me perds. Je confonds les deux, ça m'énerve, bref voilà. Je ferme la parenthèse. Donc les skills vous sont donnés, ce sont des bonus que vous allez pouvoir appliquer en plus. Donc par exemple, vous êtes wizard, vous allez avoir spellcasting. Ok, c'est un skills. D'accord. Vous êtes guerrier, vous allez avoir mêlée. Mêlée, c'est un skills. Et en plus de ça, vous allez possiblement avoir des focus. Par exemple, mêlée, focus longsword. Comment ça marche mécaniquement parlant? Vous allez devoir lancer à chaque fois 3d6. Alors, parce que au Talisman est un jeu à 3d6. Donc, vous allez avoir 2 dés de la même couleur. Donc, dans mon cas, c'est des dés rouges. Et un dé spécial qui va être un dé jaune. Ce dé jaune, c'est le Kismet Die. Le Kismet Die, il va lancer des effets supplémentaires quand vous allez faire 1 ou quand vous allez faire 6. Je reviens là-dessus juste après. Je finis avec mes skills et mes jets de dés normaux. Ce qui va se passer quand on va vous demander de faire un jet, vous allez jeter vos 3D, vous allez additionner le tout. Si jamais vous avez le skills qui est approprié à ce qu'on vous demande de faire, à la situation, vous allez pouvoir ajouter la valeur de l'attribut qui est lié. Ok. Et si en plus vous avez le focus qui est lié aux skills qui est concerné, vous allez pouvoir ajouter plus 2 au résultat total. Un exemple très bête, je veux me cacher d'une patrouille de garde et je suis en ville. Je vais donc jeter mes 3d6. Là-dessus, en tant que joueur, je vais dire au MJ, j'ai le skills discrétion. Il va me dire, ok, donc ajoute ton agilité. Donc par exemple, j'ai agilité 5. Eh bien, je vais additionner mon plus 5 au résultat de mes dés. Et comme en plus j'ai le focus City, eh bien je vais ajouter plus 2 parce que je me cache dans une ville. Donc j'ajoute mon plus 5 et mon plus 2. Ok. Voilà comment fonctionnent à peu près tous les jets de dés du jeu. Je vais prendre un exemple qui est plutôt orienté combat. Je veux attaquer avec mon épée.
je vais jeter mes 3d6, je vais avoir le skill melee qui va me permettre d'additionner ma capacité brawl. Et si j'ai en plus, j'attaque avec ma longsword, je vais pouvoir avoir mon focus longsword qui s'applique, donc plus 2. Et voilà comment ça fonctionne. Je reviens rapidement sur le Kismet Die. Donc le Kismet Die, c'est le dé un petit peu spécial que vous allez jeter à chaque fois parmi vos 3d6. Si jamais celui-ci fait 1, il va permettre à l'adversité que vous affrontez de déclencher certains effets. Par exemple, un piège va pouvoir avoir un effet supplémentaire si jamais vous faites 1. Un ennemi va pouvoir faire quelque chose si jamais vous faites 1. Exemple, un dragon va pouvoir souffler si vous faites 1. Voilà, par exemple. Ou si jamais le maître du jeu décide de ne pas activer la capacité d'un adversaire ou que celui-ci n'en a pas, il va récupérer parmi les jetons, des petits jetons noirs comme ça, les Darkness Fate, qui vont lui permettre par la suite, plus tard dans la partie, de déclencher des effets d'adversaire, d'augmenter la menace d'un adversaire, de déclencher un effet ou quoi que ce soit, ou de vous mettre des bâtons dans les roues tout simplement. Ça c'est si vous faites 1. Si jamais vous faites 6, c'est vous qui allez pouvoir appliquer des effets qui sont liés à vos capacités spéciales, ou alors récupérer un point blanc dans ce cas-ci, donc un point de Light Fate. Les points de Light Fate qui vont vous permettre par la suite, par exemple, encore une fois, d'activer des capacités spéciales ou d'échapper à la mort. Voilà, vous échouez votre test contre la mort, et bien vous pouvez déclencher un point de Light pour le réussir, et ça va vous sauver ce tour-ci. Un peu comme des points de destin, dirons-nous, ou comme des Hero Points dans Pathfinder pour ceux qui connaissent. Ça marche comme ça. Ça va vous permettre aussi, pour finir sur les dés, d'ajouter un 4e dé. Donc parmi vos 3d6, vous allez en acheter un 4e. Mais au résultat final, vous n'allez en garder que 3. Donc si vous avez fait 1, 5, 5, 6, eh bien vous allez garder le 5, 5, 6 et vous allez écarter le 1 du moment que ce n'est pas le Kismet Die. Ça va vous permettre de rajouter un dé au pool de dés rouges dans mon cas. C'est bon, c'est compris? Donc pour résumer rapidement cette partie-là, on jette 3d6 ou 4 si jamais vous avez un dé bonus, des dés d'une certaine couleur d'un côté et le Kismet Die qui est lui irremplaçable, inchangeable et qui va pouvoir déclencher des effets supplémentaires. Ça, c'était une chose. Une dernière chose à savoir aussi, ce sont les degrés de succès. Vous allez avoir 4 degrés, vous allez avoir l'échec. Vous n'avez pas réussi à dépasser une difficulté donnée. Très bien. Vous allez avoir le succès standard, le standard success. Vous allez avoir dépassé la difficulté, mais il va se passer quelque chose. Vous allez avoir le grid success. Vous avez réussi à dépasser la difficulté, vous avez réussi votre action. Et vous allez avoir l'extraordinary success. Vous allez avoir réussi votre action et il va se passer quelque chose. Et ça, c'est un petit point d'ailleurs qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est un non, oui mais, oui, oui et. Ok ? J'entends par là que je pense qu'il y a un petit problème de nommage de ces différents degrés de succès, puisque quand on réussit une action, c'est bizarre. Quand on me dit oui, c'est une réussite, mais tu as un effet qui est contre toi, certains joueurs sont là, oui, mais j'ai fait un succès. Oui, mais en fait, oui, mais il se passe quelque chose. Et ça aurait pu être un peu plus explicite dans le livre. Cette partie-là, on en reparlera en conclusion. Mais il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est non, oui, mais, oui, oui, et. Voilà. Pour déterminer la qualité d'un succès, c'est assez simple. Standard success, vous battez la difficulté et vos dés ont fait des résultats différents. Par exemple, 5, 6, 4. Ok. Great Success, vous battez la difficulté et 2 de vos dés ont fait un double. Donc, par exemple, 6, 6, 5. Ok. Et Extraordinary Success, vous battez la difficulté et vos 3 dés ont fait un triple. Donc, 6, 6, 6. Ok, par exemple. Ou 5, 5, 5 ou 4, 4, 4, on s'en fout, mais un triple. Voilà comment est-ce qu'on détermine la qualité d'une réussite. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la partie hors combat. Passons maintenant à la partie en combat. Le système en combat de talisman, il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, toutes les distances vous sont données en mètres. Ok, ça peut faire un peu bizarre quand on a l'habitude des jeux anglophones, plutôt américains, mais pour des jeux européens, il n'y a absolument rien de bizarre. En anglophone européen, c'est très souvent donné en mètres. Donc il n'y a rien de bizarre à ça, mais ça peut faire un peu étrange pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude et qui ont plutôt l'habitude de jouer en anglais avec des feats. Là, c'est donné en mètres. Ça, c'est un point.
Deuxième petit point aussi, c'est que c'est un jeu à battle map, très clairement, même si on pourrait s'en passer assez facilement, mais voilà, certains sorts ont des effets dans un carré de 5 mètres, sur une ligne de 12 mètres, ce genre de petites choses. Et il y a aussi la notion de position. Donc là, on arrive vraiment dans la partie en combat. Le combat commence par déterminer les positions. En gros, vous positionnez la battle map, vous définissez, vous positionnez les adversaires, vous définissez un côté d'arrivée des PJ, et ces PJ-là ont l'avantage de pouvoir se déplacer de leur mouvement maximum sur la battle map avant même le début le moindre initiative, on en parlera, ou quoi que ce soit. Donc ils arrivent, ils ont un mouvement maximum par exemple de 12 mètres, boum, ils se déplacent de 12 mètres, même s'ils arrivent au contact d'un ennemi. Ça, c'est une chose. Ensuite, normalement, vient l'initiative, pas dans Talisman. Dans Talisman, il n'y a pas d'initiative, ce sont les joueurs qui décident de l'ordre de passage des joueurs. Donc, si par exemple le guerrier aimerait déclencher une action qui pourrait bénéficier par la suite au mage, eh bien, il va pouvoir le faire en discutant simplement avec le mage avant le combat, en disant laisse-moi commencer, comme moi je peux faire ça, puis toi après tu arriveras avec ça. Donc, ça, c'est une chose un peu particulière qu'on voit rarement. Et ensuite, quand c'est votre tour de jouer, là par exemple c'est mon tour de jouer, j'ai tout un panel d'actions que je peux faire. Ça va de l'attaquer, ça va, je me prépare à me défendre, je veux protéger un allié, tout un tas de petites choses comme ça. C'est tout très bien expliqué dans le livre, et vous avez pas mal d'actions possibles. Qui vont vous donner des bonus, faire des dégâts à l'adversaire, empêcher un allié de se prendre des dégâts, ce genre de choses. Ça, c'est assez cool, il y a tout un tas de choses. À savoir aussi que c'est un jeu à action, à économie d'action. Même si l'économie est un peu étrange, étant donné que c'est soit ça vous prend une full action, donc ça vous prend toute votre action. Par exemple, attaquer, je donne un coup d'épée, ça me coûte ma full action. Ok. Et ensuite, vous avez plein de choses à faire en free action. Les free action, ça va être par exemple bouger. Je peux le faire une fois, mais c'est une free action, donc moi c'est une réflexion que j'ai eue, mais ça veut dire que je peux bouger plusieurs fois autant que je veux, parce que c'est gratuit. Ben en fait oui, mais non. Bouger c'est une fois, mais ça reste une free action. Voilà. Ça va être aussi boire une potion, ouvrir le sac, n'importe quoi, un peu hors combat, on va dire, qui va être considéré comme free action. Aussi, certains sorts vont être considérés comme des free action. Alors, les joueurs, il faut qu'ils comprennent que c'est free, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça reste cohérent dans un round de combat. Ok. Donc je peux pas courir, ouvrir mon sac, boire une potion, jeter un sort et ensuite je vais aller attaquer l'adversaire. Techniquement dans les règles je peux, mais comme ça dépasse un peu le temps de 6 secondes d'un round de combat, eh bien non, le MJ doit dire non, tu ne peux pas faire autant de choses en si peu de temps, donc non, je refuse. Voilà. C'est désormais à mon tour de jouer et je veux mettre un coup à mon adversaire qui se trouve à 8 mètres de moi. Ok, je me déplace jusqu'à lui. J'ai 12 mètres de déplacement maximal. Je me déplace. Je jette mes 3d6. Mettons que j'ai fait un standard success. Je lui inflige mes dégâts. Mais lui, il va aussi m'infliger la moitié de ses dégâts. Ok, parce que c'est un standard success. Donc c'est un oui, mais. Donc oui, tu le frappes et tu infliges ses dégâts. Mais lui aussi te frappe et t'inflige la moitié de ses dégâts. Ok. Si c'est un grid success, tu lui infliges tes dégâts. Et c'est tout. Et si c'est un extraordinary success, tu infliges tes dégâts et en plus il va se passer des choses. D'accord. Évidemment, c'est à prendre aussi en compte le Kismet Die. Par exemple, si j'utilise telle épée, si je fais un 6 sur le Kismet Die, mes dégâts vont ignorer son armure. Voilà, je vous mets le tableau à côté. Vous avez toute la liste des armes avec les effets qui vont se déclencher suivant le résultat du Kismet Die. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. Chose importante à noter, la difficulté d'un test d'attaque est toujours définie par la menace d'un ennemi, la threat. La suite d'un ennemi, par exemple 14, ça va vous donner la difficulté à faire sur votre jet. Donc par exemple mon jet d'attaque, eh bien je jette mes 3d6 et je dois dépasser 14 qui est la suite de mon adversaire. Voilà. Maintenant que j'ai utilisé mes actions et que tous les joueurs ont joué, vient le tour des adversaires. Pendant leur tour, ils ne vont pouvoir jouer que ceux à qui il reste des actions. J'entends par là que la majorité des adversaires ont une action. D'accord. Donc si jamais, lors du tour des joueurs, ils ont été déclenchés via un standard success et qu'ils ont riposté, ils ne peuvent plus jouer quand c'est au tour des adversaires. C'est important à comprendre ce point-là. Et point important aussi,
si 5 joueurs attaquent la même cible et que les 5 joueurs font un standard success, le monstre, peu importe son nombre d'actions total à lui, il va pouvoir se défendre 5 fois. D'accord. Mais quand vient son tour, il ne pourra pas jouer, donc on repassera au tour des joueurs. Voilà. Certains ennemis ont plusieurs actions. Par exemple, les dragons ont 3 actions. Donc si on est 4 joueurs, on attaque chacun le dragon. 2 des joueurs font un standard success, les 2 autres font un grid success. Le dragon aura donc riposté 2 fois durant le tour des joueurs, parce qu'il y aura eu 2 standard success, donc il aura infligé aux joueurs la moitié de ses dégâts à chaque fois. Et quand viendra le tour des ennemis, donc son tour à lui, au dragon, il ne lui restera plus qu'une action, puisqu'il aura riposté 2 fois durant le tour des joueurs, il aura donc utilisé 2 actions sur ces 3 possibles. Et chose très très importante à savoir aussi, c'est que par exemple dans le cadre des dragons, si un des joueurs fait 1 sur son Kismet Dice lors de son test d'attaque, le dragon pourra souffler. Et quand vient le tour du dragon, si jamais le maître du jeu le décide, il peut dépenser des points de darkness pour déclencher le souffle du dragon. Ça marche avec les dragons, mais ça marche avec à peu près tous les adversaires. Les adversaires réagissent au 1 que vous faites sur les Kismet Die. Et le MJ peut décider de dépenser des points de darkness pour déclencher des effets méchants envers vous. Voilà comment fonctionne le combat. Un petit point sur la magie en passant, elle fonctionne comme dans énormément de jeux classiques dérivés de D&D, c'est-à-dire que vous allez avoir des points de magie qui vous sont donnés par votre niveau en craft, et ces points de magie, à chaque fois que vous allez utiliser des sorts, vous allez les dépenser. Au niveau des sorts, vous avez 3 écoles. Vous avez Arcane, Mystique et Nature. En fonction de la classe que vous pratiquez, vous n'avez pas accès au même type de sorts. Et ces sorts, c'est un peu la même chose que partout. C'est-à-dire que soit ils vous demandent de faire un test d'attaque. Donc ça fonctionne pareil. Vous lancez vos 3D et vous devez dépasser la tweet de votre adversaire pour pouvoir le toucher. Et où on va demander à l'adversaire de faire un jet de quelconque chose pour pouvoir résister à votre sort. Et les effets en cas de résistance ou en cas d'échec sont déterminés dans le sort directement. Vous avez la liste complète de ce qui va se passer. Voilà, c'est pas bien compliqué comme type de magie. De base, en fait, dans le jeu, tout fonctionne de la même façon. À savoir, dès qu'il s'agit d'attaquer quelqu'un, vous jantez vos 3d6. Vous ajoutez le skill qui correspond au type d'attaque, le focus s'il y a besoin, et vous comparez à la tweet de l'adversaire. Et quand l'adversaire veut faire un jet pour essayer d'échapper à vos sorts, il n'y a pas de saving throw ou autre chose comme ça. Ça va être un jet classique, à savoir je jette mes 3d6, j'ajoute mes skills si jamais il y a besoin, mon focus si jamais il y a lieu, et c'est comparé à la difficulté du sort ou la difficulté de la personne. Tout est spécifié en fonction du type de jet. Voilà pour le système en combat, et je vous propose maintenant de passer un petit peu à une section fourre-tout. Pour cette section fourre-tout, j'avais vraiment envie de revenir sur le système des followers. Je l'avais déjà un petit peu abordé dans la vidéo de présentation du jeu, mais je voulais un peu le creuser avec vous. C'est vraiment un système que je trouve vraiment très très sympa. Vous avez par exemple un mercenaire, vous allez l'engager, vous allez le payer un certain montant de pièces d'or, plus le mercenaire va être cher et plus il aura un niveau de loyauté élevé. Okay, je vous rappelle, la loyauté, c'est une ressource qui va être consommée dès que vous allez activer le followers. D'accord ? Donc dans le cadre de mon mercenaire par exemple, si je décide qu'il prendra part au combat de telle façon, il y a deux façons de participer au combat, ça va me donner des bonus, mais en faisant ça, il va consommer sa loyauté. Et sa loyauté ne pourra être restaurée que si je fais certaines choses. Dans le cadre du mercenaire, c'est assez simple. Sa loyauté remonte d'autant que vous lui donnez le pièce d'or. D'accord ? Donc si il avait 5 points de loyauté à la base, que je l'ai utilisé 3 fois, il lui reste 2 points de loyauté. J'ai envie de le garder avec moi encore un peu plus longtemps. Je vais lui donner 3 pièces d'or et sa loyauté va remonter à 5. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et évidemment, si sa loyauté descend à 0, eh bien, il vous quitte, il part. Et ça marche avec tout. Par exemple, avec le pigeon voyageur. Vous lui définissez un endroit de retour. Et quand vous voulez envoyer un message, eh bien, le pigeon va y aller. Ça vous coûtera un point de loyauté. Et vous allez pouvoir faire remonter sa loyauté si vous voulez le conserver plus longtemps avec vous. Un autre exemple. Vous prenez un cheval.
vous voulez faire monter quelqu'un d'autre en cavalier derrière vous, ça va vous coûter des points de loyauté. Vous voulez aller encore plus vite parce que vous voulez vous rendre rapidement, vous allez pousser votre cheval, ça va encore vous coûter des points de loyauté et il faudra lui donner à manger pour que la loyauté remonte. Moi, c'est un truc que je trouve vraiment sympa. Donc voilà pour le système des followers, je trouve que c'était important à noter. Un autre point important aussi, c'est les abilities, les special abilities qui vous sont proposées. Alors vous en avez au départ que quelques-unes, et quand vous montez de niveau, en fonction de ce que vous avez pris avant, voilà, ça vous ouvre certaines branches, et il y en a quand même quelques-unes à aller chercher. Donc le niveau maximum du jeu, c'est le niveau 10. Hein. Donc on est quand même sur des niveaux assez restreints. Et les special abilities, je pense sincèrement que si le jeu, qui a l'air d'ailleurs de bien fonctionner, si le jeu a des extensions qui sortent, il va y avoir des special abilities en plus qui vont bonifier le jeu. Parce que c'est vrai que là, pour quelqu'un qui a l'habitude des jeux, qui n'est pas débutant, il va peut-être se sentir un peu vite limité. Mais ce qui vous est proposé est vraiment très sympa. Mais le point que je voulais apporter sur les special abilities, c'est que celles-ci sont parfois restreintes par votre alignement. Vous ne pouvez choisir ces special abilities que si vous êtes bon. Vous pouvez choisir cette ability que si vous êtes mauvais. Ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé très sympa et que je voulais souligner, parce que je trouve que les systèmes de jeu jouent rarement vraiment avec l'alignement. Passons maintenant à la conclusion. En conclusion, que peut-on dire du système de jeu de Talisman ? Moi, c'est un système de jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire. J'avais vraiment peur du côté jeu de plateau. C'est quelque chose personnellement, je n'aime pas trop les jeux de plateau et qui me repousse un petit peu quand des grosses mécaniques de jeux de plateau viennent s'insérer dans les jeux de rôle. Mais j'aime bien être surpris et sincèrement, là, je suis agréablement surpris. Notamment le point de light ou de darkness, les points de fate. C'est vraiment une mécanique que j'ai vraiment apprécié découvrir et que je trouve qu'elle fonctionne vraiment très bien. Ce que peut en faire le MJ est clairement expliqué, tout comme ce que peut en faire les joueurs, c'est vraiment super bien expliqué et c'est vraiment très cool comme système. L'autre point fort aussi à mon goût, c'est le Kismet Die. Ça rajoute vraiment quelque chose que j'aime, que j'apprécie tout particulièrement. Ça rajoute un petit peu des effets inattendus, surtout quand c'est des échecs, on s'entend. Par exemple, quand vous êtes magicien et que vous faites un 1 sur votre Kismet Die en lançant un sort, et bah hop, vous oubliez ce sort pour une période donnée ou complètement si jamais c'est vraiment... voilà. Ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie dans mes jeux quand il y a des contre-coups ou des effets imprévus qui arrivent. Et c'est aussi le cas pour les effets bénéfiques, évidemment. Autre point que j'apprécie tout particulièrement, ce sont les skills qui ne sont pas dans une liste préfaite et où le MJ doit vous demander de faire un jet de tels skills. Et puis si vous ne l'avez pas, eh bien vous allez ajouter juste un modificateur. Ça marche très bien dans les autres jeux. Moi, c'est simplement que je me souviens jamais du nom des skills et que ça m'emmerde. Mais là, au moins, comme ça, moi je dis juste fais un jet. Et la personne me dit j'ai tel skills, est-ce que ça peut s'appliquer ? Eh bien oui. Ça peut s'appliquer ou eh bien non. Voilà, moi je vais pas me casser la tête avec le nom des skills et ça, je trouve ça super bien. Après, il y a plusieurs choses qui me dérangent quand même. Tout d'abord, le déterminant les positions là. Moi, je comprends pas trop pourquoi est-ce que les joueurs devraient gratuitement pouvoir se déplacer sur la battle map à l'entrée d'un combat. Je trouve ça dommage, surtout qu'il y a un système de mouvement qui a été mis en place en free action. Donc pourquoi est-ce qu'on commence pas tous sur le bord de la map et qu'après on se déplace en fonction. Là, je trouve que ça donne un peu une action gratuite aux joueurs. Et les ennemis se retrouvent engagés en combat, si la map est pas très grande, ils se retrouvent engagés en combat alors qu'il s'est encore rien passé. Bon, ça c'est un point que je trouve un petit peu dommage, à mon goût personnel évidemment. L'autre point qui me paraît un petit peu trop flou, c'est ce système d'action. Ce système d'action, il n'est pas mauvais en soi, mais je le trouve vraiment trop flou. Bon après, c'est peut-être aussi parce que je suis MJ Pathfinder 2, où l'économie d'action c'est très important dans ce jeu-là. Voilà, tout prend une action ou deux actions, ou voilà, c'est très clair. Là, c'est un peu genre... Est-ce que je peux faire ça en free ? Oui, tu peux. Est-ce que je peux prendre une potion, jeter mon sac, courir, parler à mon pote ? Tout ça, c'est free. Donc, au final, il n'y a pas de limite. Et la limite, c'est simplement le temps et le bon sens du MJ. Alors, ça peut être un truc bien, mais si jamais vous tombez sur un joueur un peu chiant qui vous dit oui, mais c'est gratuit, je peux bien le faire, ben oui, et ça risque de faire des discussions un peu inutiles à la table. Après, bon, généralement, les joueurs sont pas si chiants que ça, donc ça devrait passer quand même assez crème. Mais des fois, on se demande un peu pourquoi est-ce que c'est free et que ça c'est full. Est-ce qu'on pourrait pas dire il y a une action de mouvement et deux actions par exemple, ça me permet de bouger
manger, boire une potion, attaquer, ou j'en sais rien. Mais voilà, un système plus clair comme ça aurait été plus sympa, je pense. Là, techniquement, vous avez 3 sorts en free, rien ne vous empêcherait de balancer les 3 à la suite. Est-ce que ça passe dans un délai de 5 secondes? Bon, bah, c'est à vous de voir en tant que MJ. Le dernier petit point qui me gêne un petit peu, c'est cette non-réponse du système à l'univers. Ok, je m'explique. J'aime bien quand un système de jeu proposé répond à son univers. Et là, l'univers un petit peu conte onirique qui nous a été présenté n'est absolument pas reflété dans le système de jeu et particulièrement dans la magie où en fait au niveau des sorts, bah, on se retrouve avec des sorts assez standard fantasy, dirons-nous, alors sans les attaquer du tout ou sans dire voilà, mais c'est les sorts classiques de D&D, les Burning Hands, Lightning Bolt, ce genre de choses. Il n'y a rien qui fasse très onirique. Peut-être un ou deux comme ça, il y en a quand même des sympas. Mais il n'y a rien qui fasse vraiment très onirique, très conte. Et c'est quelque chose que je trouve assez dommage. Donc voici moi ce que j'avais à vous dire sur le système de jeu. C'est un système que je trouve vraiment très sympa. L'univers m'avait quand même déjà moins plu et je me suis accroché au livre grâce au système. Donc voilà, et en attendant la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!